7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Sébastien Lifshitz. Bonjour. Vous êtes réalisateur du documentaire Adolescente qui devait sortir il y a quelques mois. Et puis je crois qu'il y a une histoire de Corona qui l'en a empêché. Donc il sort demain en salle. C'est un formidable documentaire. Je ne vais pas vous faire réagir sur le billet politique de Frédéric Seyss. Et pourtant ce documentaire est politique, alors qu'a priori rien ne l'indique. Il s'intitule donc Adolescente, comme je l'ai dit, et il suit ce documentaire deux adolescentes, Emma et Anaïs. Ça se déroule à Brive-la-Gaillarde. Elles sont inséparables, ces deux jeunes filles, et pourtant tout les oppose. Et vous allez montrer leur parcours de l'âge de 13 ans à leurs 18 ans, autant dire du début de l'adolescence à l'entrée dans l'âge adulte, avec à la fois les relations qu'elles peuvent avoir avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs rêves, l'acquisition d'un métier ou de rêves de métier. Et puis en toile de fond, la France, puisque on découvre un certain nombre de questions et d'événements qui sont en toile de fond chaque jour dans l'actualité. Par exemple, la période des attentats. J'ai tout d'abord une première question à vous poser, Sébastien Lifshitz. Comment nommer cet objet ? S'agit-il d'un documentaire, d'un film ? Bref, quel terme utiliseriez-vous pour nommer votre œuvre ? C'est un film documentaire. Donc, alors, c'est vrai qu'on pourrait, en regardant le film, parfois avoir le sentiment d'une fiction, parce qu'il utilise un peu la grammaire de la fiction, par le format scope. Il y a une musique de film qui a été composée dessus. Il y a une attention particulière au cadre. Et le montage aussi est très resserré, comme on montrait un film de fiction. Mais tout ce que vous y voyez est purement la réalité, en fait, de ces 5 années que j'ai passées avec Emma et Anaïs. Donc c'est pleinement un film documentaire. Il n'y a pas de commentaire, c'est important de le préciser. On va écouter un premier extrait issu de la bande-annonce Adolescente de Sébastien Lifshitz. T'as vu le film 16 vœux ? Pas sûr. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais c'est pas une sorte de fille qui fait des vœux? Oui, C'est voilà. une fille. En Ah bah fait, elle a aussi, une je liste de ce qu'elle veut réaliser avant ses 16 ans. Ah oui, Et genre, je c'est connais. bientôt son anniversaire et il lui reste encore plein de rêves et tout. Et grâce à une espèce de magicienne, là, Oui. et ben, elle peut réaliser tous les rêves qu'elle veut. Oui, j'ai vu. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai. Moi aussi, j'en ai plein. Je les ai marqués comme ça. Ouais. Un extrait d'Adolescente, votre film Sébastien Lifshitz qui sort en salle demain. Comment en êtes-vous arrivé à ce projet ? Expliquez-moi. J'avais envie de regarder un adolescent grandir sur l'espace de 5 ans. Et petit à petit, en fait, je me suis retrouvé à Brive. J'ai fait un casting là-bas. Brive est une ville très, très intéressante parce que c'est vraiment une ville de collège-lycée. Après le bac, tout le monde part à Limoges, Toulouse, Clermont. Et c'était un vivier d'adolescents qui, du coup, pour moi, a été extraordinaire parce que j'ai pu rencontrer, pendant le moment du casting, de la préparation du film, beaucoup d'ados. Au début, j'étais focalisée sur un garçon. Étant moi-même un garçon, je m'étais dit que c'était plus simple peut-être de filmer l'intimité de quelqu'un de mon propre sexe et qu'une fille probablement aurait beaucoup de mal à accepter la présence d'une caméra, surtout à cet âge-là où le corps change beaucoup. Et finalement, les proviseurs de tous ces collèges m'ont vraiment incité à regarder des deux côtés, quoi, en me disant que les filles de cette génération, pour eux, étaient véritablement différentes. Ils les trouvaient beaucoup plus affirmées, beaucoup plus soucieuses de l'égalité des droits, elles étaient plus matures. Du coup, j'ai ouvert le casting aux deux sexes. Et c'est là où j'ai rencontré Emma et Anaïs, qui étaient extraordinaires l'une et l'autre, mais tellement différentes, tellement opposées, que j'étais incapable de les dissocier, en fait, de faire un choix. J'avais l'impression que si je n'en prenais qu'une, que j'allais retirer une part de ce qu'est l'adolescence, en fait. Parce que chacune est vraiment une couleur de l'adolescence. Alors, donc, il y en a une qui est plutôt taiseuse, qui a tendance un peu à faire la tête, Qui est très mélancolique. assez
compliquée avec sa famille, et l'autre qui est au contraire assez extravertie, exubérante, qui est beaucoup plus solaire. Pourquoi ce choix de ces deux jeunes filles, Sébastien Lifshitz? Est-ce que vous souhaitiez, je ne sais pas, couvrir le spectre de l'adolescence au travers de ces deux caractères? C'est vraiment une rencontre en fait. J'ai été séduit par l'une et l'autre justement parce qu'elles sont extrêmement différentes. La maladresse, l'indolence, la mélancolie de Emma euh, me parlait. Il y a quelque chose que je trouvais tellement caractéristique de l'adolescence. Et en même temps, cette espèce de nature, hein, cette joie de vivre, ce débordement d'Anaïs était quelque chose que je trouvais fantastique. Anaïs amène quelque chose de solaire dans le film. Et alors que pourtant, durant ces 5 années, vraiment, la vie va cogner en permanence. Il va y avoir des drames, il va y avoir beaucoup d'épreuves, en fait. La vie. La vie. Ouais, mais la vie est quand même différente pour les uns et les autres. Et pour Anaïs, je trouve que tous ces drames quand même qui ont jalonné ces 5 ans ont été vraiment difficiles, surtout à cet âge-là. Et elle a une capacité de résilience à essayer de voir toujours le bon côté des choses que je trouve extraordinaire. Et justement, lorsque l'on voit ce film, je me suis posé la question d'un bout à l'autre, je me suis dit, mais comment a-t-il fait, vous, Sébastien Lifshitz, pour se faire oublier? Parce que lorsqu'on fait une interview, on aimerait que les micros disparaissent. On a l'impression, vous, que la caméra a disparu. On se dit, mais comment cela se fait-il qu'elle dise ça devant la caméra? J'avais cette chance, en fait, d'avoir du temps. En fait, c'est la récurrence en fait, des tournages. On y allait une fois par mois pendant 2-3 jours à chaque fois. Et elles se sont très vite acclimatées à la caméra. Alors c'est vrai qu'il y a des moments quand on arrivait, les gens ont toujours une conscience d'être filmés dans un documentaire. Mais le fait de venir si souvent a fait que petit à petit, elles ont fini par oublier la caméra. Au début, souvent, elles avaient cette tentation de faire un peu un show. Mais je disais rien, je laissais faire. Elles voulaient comme m'offrir une espèce de personnage fantasmé d'elles-mêmes. Et il fallait que ça sorte d'une certaine manière. Mais très vite, au bout de 2 ou 3 heures, elles sont comme épuisées par ce jeu. Et le naturel revient, en fait. Et c'est là où, pour moi, le film commence. Elles et leurs proches. Elles et leurs proches, oui, c'est pareil. Les parents, c'est la même chose. Puis très vite, quand même, de toute façon, le quotidien est là. Les discussions, les engueulades reprennent. Et très souvent, en fait, les situations sont plus fortes que le dispositif qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'ils sont tellement engagés dans les joutes entre eux que c'est ça qui compte le plus. Ils ont évidemment toujours une conscience que la caméra est là, mais ce qui se joue au moment où on tourne est plus fort que tout. Justement, le dispositif, donc vous êtes venu à intervalles réguliers à Brive-la-Gaillarde pour les filmer. Vous avez découvert les vies, alors à la fois les vies individuelles de ces deux jeunes filles, la vie collective de la France dans une période que l'on est en train de se remémorer, qui est celle des attentats, par exemple. Sébastien Lifshitz, comment avez-vous choisi ce dispositif? Comment s'est-il imposé à vous? Parce que c'est une sorte d'exercice régulier que de venir chaque mois à Brive-la-Gaillarde pour filmer. Comment ça s'est construit? C'était vraiment l'idée d'une chronique, en fait. C'est cette régularité qui m'a permis de pouvoir observer la métamorphose, en fait, des filles. Parce que ce qui m'intéressait fondamentalement, c'était de voir un enfant grandir, petit à petit se décoller de ses parents et devenir un être autonome. Mais ça se fait pas, évidemment, en 2 jours, même pas en 1 an. Ça se fait sur une très longue période. En plus, les filles ne grandissaient pas au même rythme. Anaïs a été d'emblée plus mature. Cette jeune fille venue d'un milieu moins favorisé. Oui, d'un milieu prolétaire et qui, en même temps, était d'une maturité absolument incroyable dès le début. Alors que Emma est quelqu'un qui est plus lente, il lui faut plus de temps, il y a quelque chose qui est plus laborieux chez Emma. Et elle grandit donc à un rythme complètement différent. Donc il fallait du temps. Et ça pour moi, c'était absolument essentiel. Pourquoi avoir choisi de faire un documentaire et pas un film? Pourquoi ce choix de ne pas faire de la fiction? Bref,
Comment considérez-vous cet objet qui est un objet inhabituel parce que on a l'impression, je les regarde avec mes enfants et eux par exemple n'arrivaient pas à déterminer si c'était de la fiction ou pas, si elles jouaient ou pas, et on voit qu'on a affaire à un trajet de vie qui s'écrit. Pourquoi avoir choisi de faire un cinéma du réel? Je ne sais pas si c'est le terme que vous employeriez, Sébastien Lifshitz. Je trouve magnifique en fait de filmer la réalité d'anonyme. Il y a pour moi en tout cas une forme de fascination à pouvoir m'immiscer comme ça dans la vie de monsieur ou madame tout le monde en fait. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'ados, mais de pouvoir les regarder grandir dans le monde d'aujourd'hui, de savoir, de pouvoir voir en fait ce qu'ils en comprennent ou non. Parce qu'ils sont quand même soumis à une pression permanente de tout le monde, que ce soit les parents, que ce soit l'école, que ce soit les copains, de devoir dire qui ils sont, ce qu'ils veulent, s'ils ont un talent ou non. Et la plupart du temps, ils sont complètement perdus avec cette question. Ils en savent absolument rien, ils flottent. Et, et j'aimais en fait être dans leur réalité, parce que si j'avais écrit moi toutes ces choses, j'aurais eu l'impression d'écrire quelque chose comme une sorte de fantasme de l'adolescence. Alors que là, dans le fond, c'est la réalité qui m'offre en permanence quelque chose de tellement vrai que je n'ai pas décidé. Il faut juste, moi, en tant que metteur en scène, trouver la grammaire, la distance, juste, en fait. Après, je peux comprendre le trouble qu'on a face au film, parce que c'est vrai qu'il affirme une forme de fiction, mais que j'ai toujours fait, en fait, dans les autres documentaires. Mais évidemment, son matériau brut, je dirais, est purement documentaire. Et il y a quand même une écriture, d'ailleurs vous venez de le dire, et puis il y a des choses que vous n'avez probablement pas maîtrisées parce qu'elles n'étaient pas maîtrisables. Sébastien Lifshitz, par exemple, l'irruption du social, du politique au sens très large dans ce film, parce que c'est cela aussi qu'on retient. On a donc affaire à deux jeunes filles. L'une vient, dites-vous, d'un milieu prolétaire, l'autre d'un milieu plus aisé, et on voit leurs rêves divergents et leurs trajets divergents. Ça n'est pas quelque chose qui était présent à l'origine du projet. Non, pas du tout. Non, puisque je cherchais en fait, un adolescent. Au départ, je cherchais un garçon et je voulais faire un seul portrait. Et puis tout d'un coup, ces deux jeunes filles arrivent. Et j'apprends par hasard en fait qu'elles sont meilleures copines dans le collège, dans le même collège, dans la même classe depuis la 6e. Et là, j'ai eu cette évidence en fait de devoir faire un double portrait et surtout de filmer cette amitié à l'épreuve du temps. Et je leur avais toujours dit en fait durant les 5 années de tournage que si elles devaient s'engueuler, si elles devaient arrêter de se voir, que ça posait aucun problème, que je continuerais à les filmer séparément. Mais le lien est resté entre elles. Il s'est distendu évidemment parce qu'il se passe un certain nombre de choses. Mais en tout cas, j'ai eu cette chance que cette relation, je dirais, a évolué pendant ces 5 années. Et je trouvais fascinant de l'observer autant que de les regarder séparément. Et justement, quand on les regarde séparément, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de déterminisme insupportable dans les trajets sociaux, ou bien au contraire, comme on a affaire à deux caractères qui sont très contrastés, qui, pour le coup, n'ont aucun lien avec la question sociale, est-ce que finalement, vous voyez d'abord de la vie avant de voir du social ? Tout est entremêlé, en fait. Mais c'est vrai, par exemple, quand je pense à Anaïs, je me souviens quand elle a eu son brevet des collèges, elle appelle sa mère et sa mère la croit pas en fait. Elle lui dit tu me mens, arrête de me mentir. Elle lui dit mais maman je te jure j'ai eu mon brevet des collèges et elle a dû faire une photo pour vraiment prouver à sa mère qu'elle l'avait eu parce que c'est une famille, ses parents ont arrêté l'école à 13-14 ans où la question de la réussite scolaire est tellement extraordinaire qu'il n'en revenait pas tout d'un coup qu'Anaïs puisse arriver avec un premier diplôme en fait. Et encore aujourd'hui, Anaïs est quelqu'un qui se bat d'une certaine manière avec cette histoire. Elle est aujourd'hui, elle fait des études d'aide-soignante. Elle a pas complètement terminé parce que tout d'un coup, elle a craqué pendant un stage. Et c'est une forme, enfin c'est véritablement un problème en fait. C'est-à-dire qu'il faut absolument, et moi on parle beaucoup même maintenant encore après le film, et je lui dis à quel point il est important qu'elle ait un diplôme, que c'est quelque chose qui va l'aider ensuite à construire sa vie, à avoir un métier. Mais dans sa famille,
déjà qu'elle ait accompli tout ce chemin, c'est une chose extraordinaire. Alors que dans la famille d'Emma, la question du bac, de l'acquisition du bac, c'est même pas une question. La question est plutôt est-ce que tu vas avoir une mention ou pas. Donc on voit bien que quand même, chacune des deux est soumise, je dirais, à un régime et à une pression complètement différente. Et que déjà beaucoup de choses sont inscrites avant même qu'elles commencent leur vie, quoi. Elles l'ont vu toutes deux, ce film. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé, Sébastien Lifshitz? C'est particulier de se voir sur un grand écran comme ça. Je pense qu'au début, elles étaient à la fois... elles rigolaient, elles étaient consternées des fois par des choses qu'elles ont pu dire. Mais elles étaient quand même émues. Anaïs d'abord est venue me voir et m'a dit « Tu vois, j'étais pas sûre d'être quelqu'un de bien. » Elle me dit « Finalement, je suis pas si mal. » C'est-à-dire que le film l'avait quand même aidé à s'apprécier d'une certaine manière. Et alors qu'Emma ça a été un peu plus dur évidemment sur Emma parce qu'elle est plus en contrôle. Et tout d'un coup, elle se rendait compte que j'avais vu sa mélancolie, j'avais vu sa solitude, cette part de tristesse qu'elle a pu avoir pendant ces 5 années. Et de la voir comme ça sur grand écran, je pense que ça a été difficile au départ. Mais elle s'est reconnue au bout du compte. Où en est leur amitié? Alors, elles se voient toujours. Je ne sais pas si ça durera pour l'éternité, mais en tout cas, elles sont toujours liées. Emma va de temps en temps à Brive. Elles se retrouvent, elles se parlent. Mais elles sont toujours liées. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à les filmer? Est-ce que c'est un projet, Sébastien Lifshitz, qui vous a donné d'autres envies en matière donc, de documentaire ou de témoignages de vie que l'on suit dans leur transformation? J'adorais savoir, peut-être dans 10, 20 ans, ce qu'elles sont devenues, évidemment. Il y a toujours cette pulsion dans le documentaire d'accompagner les gens et de savoir ce qu'ils sont devenus, en fait. Surtout sur un documentaire comme celui-là qui dure, où j'ai filmé pendant 5 ans. Et c'est vraiment l'histoire d'un parcours et d'une transformation. Donc on a envie, évidemment, de savoir ce qu'elles sont devenues dans 10 ans. Sébastien Lifshitz, adolescente, on écoute un deuxième extrait de ce documentaire qui sera en salle demain. Je me posais une question. Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour refaire pour la première fois? N'importe quel âge, à vrai dire. Tout le monde nous dit n'importe quel âge. Du moment que tu t'en Ouais, pas, ils essaient de après, m'attaquer, eux. Pas à 10 ans non plus, en pitié. Ouais, voilà. Mais pour un gars, je pense pas que c'est plutôt Bah non, c'est pas genre, pareil, les mecs. vers 15, 14 et tout, et pour les filles plus vers 16 ans. Parce Ouais. que c'est jeune quand même, 15-14 ans pour les Quand filles. même plutôt 17-18 pour moi, mais après... En gros, si je le fais cette année, pour toi, ça y est, Mais je non, serai mais ça dépend des gens. Puis ça dépend du moment que tu sens prêt avec le copain. En fait, moi, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'âge, qu'il fallait juste se sentir prêt. Puis imagine que t'as une idylle avec un mec et que t'as 16 ans et qu'après avec les autres c'est plus du tout pareil. Tu vas pas me dire que tu vas attendre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Tu trouves qu'on a une idylle avec Dimitri? Bah oui, quand même. En plus, vous connaissez depuis un paquet de temps et tout. En fait, dis-moi la définition d'idylle. Je sais pas. Un second extrait d'Adolescente, le film de Sébastien Lifshitz qui sera donc en salle demain. Et précisément, nous accueillons 2 personnes. L'une est directrice générale du groupe MK2, Elisha Karmitz, bonjour, et Guy Walter. Vous êtes le directeur de la programmation du MK2 Institut, nouvelle structure des cinémas MK2 qui va accueillir des conférences, des masterclass. Avant de parler de ce MK2 Institut, Elisha Karmitz, puisqu'on vient d'entendre un extrait du film de Sébastien Lifshitz, comment se porte le cinéma en ce moment ? Écoutez, il se porte de manière contrastée, mais ce qu'on peut constater, c'est que depuis la rentrée et un moment où l'offre de films est revenue très présente, les spectateurs sont au rendez-vous. Donc on peut, notamment en France, se féliciter à la fois d'avoir une grande diversité de propositions de films et que dès que l'offre est présente, de voir que les spectateurs reviennent massivement. Vraiment au rendez-vous, parce que j'ai vu que les 3 premiers films français totalisaient la semaine dernière 150 000 spectateurs, ce qui est relativement peu, a priori.
Écoutez, comme je vous le dis, la situation est contrastée. Donc d'un côté, on a en effet un film comme Tenet qui a quand même marqué le retour au cinéma et qui, lui, a totalisé dans sa première semaine près d'1 million d'entrées. Ce qui est évident, c'est qu'en France, on ne se satisfait pas d'avoir uniquement des entrées ou qui sont constituées par des films américains. Donc on a besoin de cette pluralité, on a besoin que le cinéma français aille bien et on a besoin que l'ensemble de l'écosystème se porte bien. Mais je pense que c'est cette diversité qui fait notre richesse et que les spectateurs, en tout cas, dans les grandes villes et notamment à Paris, sont quand même assez présents, oui. Et les mesures sanitaires, est-ce que celles-ci ne vous empêchent pas d'accueillir les spectateurs comme vous le souhaiteriez ? Écoutez, aujourd'hui, on compose avec l'état de la situation sanitaire. Aujourd'hui, l'obligation du masque dans les salles existe. On a aussi une contrainte de jauge. C'est vrai que demain, avec le port du masque, on espère pouvoir augmenter nos jauges, puisqu'on a été, notamment il y a une dizaine de jours, obligé de refuser certains spectateurs à certaines séances. Donc c'est là où on voit qu'on est doublement pénalisé, à la fois par la réduction des jauges et par le masque. Mais c'est aussi le signe que c'est le retour du public. L'Institut MK2 qui vient d'être créé, Guy Walter, en partenariat avec France Culture, que va-t-il faire ? À quoi va-t-il être consacré ? En écoutant Sébastien Lifshitz, je me disais que c'était vraiment une très bonne idée de nous avoir invités ensemble parce que je pense que la question de l'attention et du temps sont au cœur du projet de l'Institut MK2. C'est-à-dire d'ouvrir un espace de dialogue où on approfondisse les questions, où on sache les choisir avec pertinence parce qu'elles rejoignent les préoccupations des uns et des autres aujourd'hui. Donc je pense que déployer dans la complexité, mais avec un véritable souci d'accessibilité, les questions qui vont être au programme me semble vraiment un enjeu. Et à l'heure où quand même la rapidité idéologique s'empare des questions d'une manière un peu brutale, redonner de la nuance, essayer de créer des espaces de confrontation entre les penseurs et les artistes me semble un enjeu extrêmement important, en faisant confiance à l'intelligence des publics, ce à quoi j'ai toujours cru. Je pense que la complexité est vraiment au cœur du projet, mais c'est pas une complexité, c'est une complexité attractive, c'est celle de l'intelligence qui s'ouvre à elle-même et qui s'ouvre aux autres. Alors, je l'ai dit, il va y avoir des conférences, des masterclass. Donnez-nous quelques exemples, Guy Walter, de ce que l'on va pouvoir voir dans ces... Oui, alors on va inviter évidemment des grands noms de l'art et de la culture d'aujourd'hui. Eri De Luca viendra pour 4 conférences ou 4 moments très rapidement, là, le 19 et le 20 septembre. On pourra écouter Hélène Sixou qui va publier un magnifique livre chez Gallimard très bientôt, mais on va aussi donner accès à des jeunes chercheurs, à des jeunes voix de la fiction. Par exemple, on a un ensemble d'événements qui s'appelle MK2 Manifeste, où on demande à des chercheurs de s'emparer de leur objet d'étude et de s'emparer d'une question qui est rattachée et de la déployer d'une manière engagée et personnelle face à un public. L'idée d'aller vers comme ça des pertinences sociétales, d'aller vers des questions qui sont celles d'aujourd'hui, l'écologie. L'historien Georges Vigarello. Alors Vigarello va là ouvrir en fait cette série avec son histoire de la fatigue, qui fait le pont d'ailleurs entre l'histoire au long cours depuis le Moyen-Âge jusqu'à la question du stress et du burn-out aujourd'hui. Elisha Karmitz, pourquoi avoir décidé de diversifier l'activité de vos salles de cinéma ? Écoutez, ce type, transformer les salles en lieu de vie, en lieu d'échange, en lieu de partage, en lieu de débat, a toujours été au cœur du projet d'MK2. Ce projet, il a 3 grands piliers. Choisir, sélectionner des contenus, à ce titre-là, faire la médiation vers les publics, défendre l'altérité, attiser la curiosité des spectateurs et se doter de moyens de transmission. Ce projet d'institut est au cœur de cette volonté-là, et les moyens de transmission, on va les retrouver aussi bien dans les salles que sur une plateforme digitale, que sur des supports papier. Donc l'idée, c'est de donner à cette complexité accès à aussi un nouveau public qui est celui des salles de cinéma. Puisque nous avons un cinéaste dans ce studio, Sébastien Lifshitz, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, moi j'ai tellement attendu de pouvoir sortir Adolescente, puisqu'il devait sortir en mars, ça a fait 6 mois. La reprise, là, à partir du 26 août, a été quand même un très bon signal et ça nous a redonné espoir. Et puis, je sais pas, on a envie de sortir. Moi, j'en ai assez de ce confinement et de cet isolement. On a besoin de culture. Et voilà. Et Marine Karmitz a toujours extrêmement soutenu la culture. MK2 également. Donc, moi, je suis ravi. D'ailleurs, je crois que le film est dans des salles MK2. Tout à fait.
MK2 Institut, il y aura aussi des conférences pour tous les publics, des choses sur la mythologie. Oui, alors en fait, en arrivant à l'Institut MK2, j'ai rejoint une équipe qui était déjà largement au travail sur des programmations de conférences. Donc effectivement, il y a aussi, par exemple, Un mythe en famille, qui est une série qui permet à des enfants et des adolescents de s'approcher d'un mythe de l'Antiquité. Ce sont des séries qui sont comme ça, ou Une heure, un architecte, donc des moments très beaux d'approche de contenu, ce qui concerne l'art ou la culture en général. Mais par exemple, on a aussi, dans ce souci de transmission dont parlait Elisha, on va monter un cycle qui s'appelle Mondes anciens, mondes de demain, où on a demandé à des jeunes chercheurs qui travaillent sur les mondes antiques de s'emparer d'une notion qui est au cœur de leur travail et de la faire migrer jusqu'au temps présent. Donc ce sont comme ça des aventures aussi intellectuelles et artistiques auxquelles on appelle le public. L'Institut MK2 qui sera donc en partenariat avec France Culture, on découvre tout sur le site de MK2. Sébastien Lifshitz, adolescente en salle demain.